d'abord l'asthénie, après l'anorexie, les gens n'ont plus faim, et l'amaigrissement qui est un peu la conséquence aussi des deux premières. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'inflammation, en fait, ça coupe la faim. Ce sont des cytokines un peu qui enlèvent. Les gens n'ont plus faim. Et c'est un des premiers symptômes en disant j'ai plus faim. Et c'est aussi dans l'autre sens, les gens qui disent j'ai retrouvé l'appétit, c'est que clairement ça va mieux dans tout ce qui est syndrome inflammatoire un peu aigu. Et donc voilà. Altération de l'état général, vraiment une association asthénie, anorexie et amaigrissement. La fièvre est aussi une cause des cytokines, en fait. C'est les cytokines qui vont agir sur l'hypothalamus, qui est le centre de la thermorégulation, et donne la fièvre. Alors, c'est pareil, ça a une action antivirale. Lorsqu'on chauffe le corps, on est censé pouvoir se protéger des virus. Dans les autres signes cliniques, on peut avoir des systèmes, une inflammation systémique, donc de tout le corps, et donc il peut y avoir des atteintes dans tous les organes. D'abord, la fréquence cardiaque qui va être élevée, 90 000 battements par minute, la fréquence respi qui peut être également élevée, qui peut être supérieure à 20, ou alors la conséquence biologique de cette polypnée, ça va être une diminution du CO2. En fait, plus on respire vite, plus on élimine le CO2 et donc il est bas. Donc c'est une acidose en fait. Ça va créer une acidose respiratoire. La température, elle peut être soit basse, soit élevée. Et puis vous avez encore plus précoce que la CRP, les leucocytes. C'est le truc qui bouge en premier, mais qui peut soit être très élevé, soit avoir une sidération, c'est-à-dire très bas. Donc, dans les marqueurs biologiques, je vous disais, c'est surtout la CRP qu'on utilise avec une demi-vie courte. Alors, 24, on pratique, c'est plutôt 48 heures et 6 à 12 heures pour s'élever. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est dans l'hémogramme, les globules blancs qui vont encore plus vite que la CRP. Et après, de manière un peu décalée, on peut avoir une anémie lorsque ça devient chronique. Et puis, une thrombocytose, mais la thrombocytose, elle arrive dans un deuxième temps. C'est vraiment un peu tardif. Puis, vous avez d'autres enzymes qu'on utilise un peu moins et qui ont des demi-vies un peu plus longues. Fibrinogène, l'urosomycoïde, on ne le fait jamais. L'aptoglobine, on le fait, mais pas pour cette indication. La ferritine aussi, par exemple. Alors, il y a eu un marqueur qui avait été mis en place années 2000 à peu près, qui est la procalcitonie, qui a pas mal été utilisée pendant un certain temps et maintenant on revient un peu dessus. L'idée, c'était de trouver un marqueur, parce que au final, il faut essayer de trouver par des biais un peu autres, essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Et donc là, la question est, est-ce que la fièvre et les symptômes qu'on a, est-ce que c'est en lien avec quelque chose de bactérien et dans ce cas-là, il faut des antibiotiques, ou est-ce que c'est viral ou c'est pas infectieux? Et donc, on avait besoin d'avoir un marqueur qui dit c'est bactérien, c'est pas bactérien. Et c'est pour ça que la PCT avait été mis en place. En pratique, ça marchait pas toujours. Et donc, par exemple, ici à Saint-Pierre, on l'utilise pas. Il y a certains centres qui continuent à l'utiliser, mais dans des indications assez précises. L'idée, c'était quand c'était très positif, c'était bactérien, et quand c'était pas positif, c'était pas bactérien. Ou parasitaire systémique, en gros, c'est le palu. Ça permet de savoir si c'est un palu ou si c'est bactérien. Après, on a l'électrophorèse des protéines. Donc ça permet de tout. Alors ça, c'est un petit tableau de tout le syndrome inflammatoire. Il y a plein de protéines en fait qu'on n'utilise pas en pratique, mais qui augmentent. Mais du coup, on a une façon un peu plus simple de les analyser. C'est avec l'électrophorèse des protéines sériques, qui comprend plusieurs parties et qui va de manière globale analyser, faire des cours et analyser. Donc en fait, c'est des fractions de protéines par rapport à leur poids moléculaire. Alors juste, je reviens rapidement là-dessus. La vitesse de sédimentation, je ne vous en parle pas parce qu'en fait, on n'utilise pas et on a reçu un mail la semaine dernière pour dire que ça se faisait définitivement plus au CHU parce que ça ne sert à rien. Et jusqu'à présent, il n'y avait vraiment que les rhumatologues qui l'utilisaient en fait. Mais ça, en fait, c'est plus intéressant, l'électrophorèse des protéines sériques, parce que ça permet c'est un test de dépistage, en fait. De manière globale, vous avez
un regard rapide sur toutes les protéines du corps, en fait. Donc ça se divise vraiment en 5 régions. Vous avez une première pic, c'est pratiquement que l'albumine, en fait. Donc, chez un sujet sain, on a une albumine aux alentours de 40. Quand on a un syndrome inflammatoire, en fait, ça baisse parce qu'il y a les autres protéines qui augmentent et du coup, proportionnellement, ça va baisser. Et après, vous avez la région alpha 1, alpha 2. Et donc, pareil, c'est des protéines qui vont augmenter dans le syndrome inflammatoire. Et puis, vous avez les gamma-globulines. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est IgG, IgA, IgM. Donc, quand vous avez un syndrome inflammatoire, normalement, vous produisez ces immunoglobulines et vous pouvez avoir, par exemple, un pic un peu polyclonal, parce que souvent, c'est... Ou alors monoclonal, mais faible lorsque c'est dirigé vers un seul... et c'est là où vous avez la CRP aussi, un seul microbe, pardon. Et donc, quand vous avez un syndrome inflammatoire, cette région-là, elle va être intéressante à étudier. Ouais, ça, c'est un sujet sain. Vous avez des petites courbes comme ça, des petites vaguelettes, et c'est tout normal. Ça, c'est un syndrome inflammatoire. Vous avez une hypergamma-globulinémie polyclonale. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette zone-là qui va augmenter. Ça, c'est un pic monoclonal dans les gamma-globulines. On peut même mesurer ce pic-là. Alors ça rentre dans les maladies hématologiques, notamment les myélomes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un syndrome inflammatoire? Là, ce qu'il faut retenir, c'est que 50% des cas, c'est d'origine infectieuse. Ce qui veut dire que dans la moitié des cas, ça ne l'est pas. Et quand ce n'est pas une infection, qu'est-ce que ça peut être? Un cancer, une maladie auto-immune ou une maladie thromboembolique. En gros, une embolie pulmonaire, une TVP. C'est les trois grands groupes en dehors des causes infectieuses. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être quand c'est pas infectieux? Tout ça, lorsque le syndrome inflammatoire est prolongé, en fait, ça amène de la dénutrition, donc l'amaigrissement dans le cadre de l'altération de l'état général. Il peut y avoir un risque cardiovasculaire augmenté parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore étudié bien, enfin, qui est en cours d'étude dans les laboratoires de recherche, c'est qu'il y a vraiment une modification des lipides au cours d'un syndrome inflammatoire. Et donc, cette modification des lipides, elle va augmenter le risque cardiovasculaire. Et puis, il y a ce remaniement au niveau des protéines, au niveau du foie, etc. Ça crée aussi de l'ostéoporose par d'autres phénomènes, notamment d'inhibition et augmentation de la résorption osseuse. Et après, vous avez des maladies type l'amylose, qui sont clairement une maladie du syndrome inflammatoire non contrôlé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la partie cours? Vous l'aviez déjà lu ou pas? Oui, non? Non. Bon, on a bien fait de faire un rappel. Par contre, là, on n'est pas nombreux, donc l'idée, c'est vraiment de faire des cas cliniques pour comprendre tout ça. Donc, je vais le lire pour ceux qui sont en visio, et puis n'hésitez pas à intervenir. Excusez-moi. Oui. Je vais vous poser une question. Alors, je parle au nom d'un ami, parce que du coup, moi, je ne les ai pas fait, ces QCM. Mais du coup, j'ai un ami qui a fait les QCM de Moodle des annales. Et ouais. Il ne peut pas parler, donc c'est pour ça que je pose la question à sa place. Mais il me dit que pour votre triade douleur, rougeur, chaleur, oui. En fait, dans le collège de rhumato, il y a œdème aussi. Et dans vos QCM sur Moodle, vous le mettez. Et comme ce sont des QCM vraiment qui sont assez défaillants, parce qu'une fois sur deux, la correction, elle varie. Parfois, la correction est vraie, parfois, la correction est fausse. Du coup, je voulais savoir si vous considériez que œdème fait bien partie de la triade aussi, ou pas. Oui, il y a de l'œdème, oui. Oui, c'est une réponse juste de l'œdème. Ok, merci beaucoup. De rien. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément de l'œdème, en fait, dans le syndrome inflammatoire. Vous avez, en fait, comme on a vu, en fait, la vasodilatation va faire que les vaisseaux vont être poreux et du coup, il y aura plus de liquide, de cellules dans la zone interstitielle et du coup, il y aura c'est l'œdème. C'est gonflé, en fait. D'ailleurs, c'est l'œdème qui provoque un peu la douleur aussi.
Alors, le cas clinique. Une aide-soignante du service, donc qui a 28 ans, pas d'antécédents et qui se plaint de brûlures mictionnelles depuis le matin et à 13h30, elle fait fièvre, elle fait des frissons. Elle se sent fatiguée et du coup, une demi-heure plus tard, on vous appelle, elle a 38,7, pression artérielle à 12,8, des pulsations à 90 et puis il n'y a rien à l'examen clinique, pas de douleur des fosses lombaires, pas de douleur à la palpation sus-pubienne, pas de marbrure. À quoi on pense? À quoi ça peut être dû cet épisode? Une pyélonéphrite aiguë. Ouais, qu'est-ce qui te fait penser à la pyélonéphrite aiguë? C'est surtout la fièvre et les frissons. Ouais. Et pourquoi tu t'orientes plutôt vers les urines? Après, elle avait eu des brûlures mictionnelles le matin, même si je crois que c'est pas obligatoire que ça remonte, mais c'est quand même possible. Ouais. Oui, c'est ça. En gros, c'est vrai que c'est une histoire vraie. Hein, donc oui, c'est exactement ça. En gros, le seul symptôme, la seule plainte qu'on a, c'est plutôt d'ordre urinaire. Du coup, on s'oriente plutôt vers l'appareil urinaire. Et puis, elle a eu fièvre, frisson, donc probablement que ça vient de quelque part. En effet. Donc voilà, pyélonéphrite aiguë était la bonne réponse, même si je ne l'ai pas écrit. Si, je l'ai écrit. Donc voilà, les deux arguments, ce que tu as dit, c'était tout à fait ça. Brûlure mictionnelle, fièvre, frisson, pyélonéphrite aiguë. Et du coup, dans ce cadre-là, quels examens vous demandez? Déjà un ECBU, une bornette urinaire ECBU. Et moi, j'aurais fait quand même NFS, plaquette, CAP. Et on évalue le retentissement. J'aurais fait aussi une écho des voies urinaires pour éliminer un obstacle. Ok. Et ouais, déjà, c'est déjà bien. Ouais. Alors, en effet, quand tu as dit évaluer le retentissement, donc tu as parlé de l'écho des voies urinaires, donc c'est bien. On ne l'aurait pas forcément fait en première intention, mais par exemple, déjà pour évaluer le retentissement, moi, j'aurais fait urécréate, justement pour voir la fonction rénale. Donc, en effet, l'idée c'était ça, BU, CBU, donc déjà commencer par la BU, mais on peut faire les deux en même temps. NFS plaquette, l'ionogramme et surtout la fonction rénale avec la CRP. Par ailleurs, elle a de la fièvre. D'ailleurs, j'ai pas mis, mais normalement, on pourrait même faire des hémocultures, fièvre, pour voir s'il n'y a pas de bactériémie. Et puis, pour le moment, on a des brûlures mictionnelles, mais rien de très précis. Donc, l'idée, c'était un peu de faire des tests rapides pour vérifier que ce n'était pas d'autres causes, notamment virales, Covid, dingue, grippe. Les TROD, c'est tests rapides d'orientation diagnostique. Puisque j'ai pas mis, mais je pense que ça pourrait être juste, ce serait les hémocultures. Alors, par contre, échographie, alors, c'est bien d'avoir proposé. Après, dans les infections urinaires, en fait, on ne le fait pas forcément en première intention. Là, on est plutôt dans un cadre de femmes jeunes, sans antécédents. Et puis, pareil, à l'examen clinique, j'avais rien de particulier. Donc, j'aurais peut-être pas fait en première intention. Donc là, je vous donne un peu les résultats. La BU, il y avait des nitrites, mais il n'y avait pas de locaux. Il n'y avait pas de sang. Le CBU, il y avait 9 hématies, 9 leucocytes. La culture est en cours. Et puis les tests rapides, on a tout de suite les résultats. Donc tout était négatif pour le Covid dingue et pour la grippe. Donc je vous montre les résultats qu'on a eu au bout d'une heure. Donc leucocyte à 8,5. Donc on a une norme entre 4 et 10. L'hémoglobine à 13,1, donc il n'y a pas d'anémie. Les plaquettes qui sont dans les normes à 266. Et puis on a un ionogramme qui est correct, une fonction rénale qui est normale à 75,
avec un débit de filtration à 81, purification de phosphore, donc tout ça c'était dans les normes, une CRP à 7. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup 7? C'est beaucoup? C'est pas beaucoup. La norme est entre 0 et 5, donc 7 c'est pas dans les normes, mais c'est pas beaucoup. Est-ce que ça change le diagnostic de pyélonéphrite quand vous avez ces résultats-là? Je vous rappelle, il n'y a pas de leucocytes dans la BU, il n'y a pas de leucocytes dans le CBU, on n'a pas d'hyperleucocytose, on a un syndrome inflammatoire, enfin la CRP n'est pas très élevée. Est-ce que ça vous change votre diagnostic? T'en penses quoi en ligne? Je n'ai pas retenu ton prénom, désolée. Du coup, j'hésite parce que d'un côté, c'est la clinique qui prime toujours pour moi, donc elle a quand même fièvre et frisson. Il y a des nitrites quand même à la BU, donc ça signe peut-être une infection urinaire. Et est-ce que c'est une pyélo ou une cystite? Je sais pas trop, du coup. Ouais, vraiment la différence entre pyélo et cystite, c'est la fièvre. Fièvre égale plutôt infection haute, donc pyélo, et cystite, vous n'avez pas de fièvre. C'est vraiment que des symptômes bas de gènes mictionnels, de brûlures, mais il n'y a pas de fièvre. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Et c'est là, alors, oui, je suis d'accord avec toi, la clinique prime. Et puis aussi, je vous ai mis ce cas clinique parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout s'interprète, en fait. Là, elle a frissonné à 13h30. Elle travaillait dans le service, donc on l'a piqué tout de suite. Enfin, dans la demi-heure, en fait, elle a eu la consultation médicale et la prise de sang. Et en fait, il y a une cinétique dans les marqueurs biologiques. Ça veut dire que ça va pas s'élever tout de suite, en fait. Il faut un peu de temps, un peu de... le corps, il répond pas immédiatement, en fait. Donc, en fait, on est juste trop précoce par rapport aux 6 heures de l'augmentation de la CRP. On est juste trop précoce, en fait. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais pas... Ça reste une infection urinaire et, en tout cas, en première hypothèse. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la traite? On la traite pas? Qu'est-ce qui aurait traité, là? À main levée, vous aurez fait quoi? Qui aurait traité? Qui n'aurait pas traité? Ok, il y en a qui n'ont pas d'avis, mais j'ai l'impression qu'il y en a un pour traitement, 2 pour pas de traitement. Et les sites, t'en penses quoi? Moi, j'aurais traité, j'aurais donné des antibiotiques genre fluoroquinolone ou C3G. Ok, fluoroquinolone ou C3G? Je sais plus si en premier, peut-être fluoroquinolone. Ça dépend si elle a des facteurs de risque de résistance. Non, elle n'a aucun antécédent. Oui, c'est une bonne réponse dans le sens où, voilà, ça c'est les recos, on prend attention, on met fluoroquinolone ou C3G. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la fluoroquinolone, c'est plutôt du Péros et on ne le donne pas si elle a déjà pris des fluoroquinolones dans les 6 derniers mois, donc là, il n'y avait pas d'antécédent. Par contre, la C3G, c'est IV, donc c'est contraignant pour quelqu'un qui est en ambulatoire. Donc, pour quelqu'un qui est hospitalisé en communautaire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je pense que ça se discute vraiment le traitement. Hein. Ça se discute parce que c'est très précoce. On n'a pas encore la certitude du diagnostic. Donc vraiment, ça se discute. Je pense que là, il n'y a pas forcément de réponse vraie ou pas. On pourrait tout à fait se permettre d'attendre et de traiter dans un deuxième temps. Alors moi, j'ai fait comme toi, je l'ai traité aussi. Pourquoi parce que finalement, j'avais suffisamment d'arguments dans le sens où elle avait frissonné et qu'elle avait de la fièvre. D'autre part, j'avais un seul point d'appel qui était celui qui est urinaire. Elle toussait pas, tous les autres tests étaient négatifs, donc j'avais pas d'autres points d'appel. Dans les recommandations, c'est vrai qu'on peut traiter. Et puis, j'avoue que ce qui m'avait
l'argument de poids qui m'a fait choisir de la traiter, c'est que c'est une aide-soignante du service et qu'elle retravaillait 3 jours après. Et donc, c'est vrai que si vous ne traitez pas, elle aurait peut-être pas pu, si on ne traite pas tout de suite, elle aurait pu peut-être pas revenir travailler. Donc, il y a aussi un impact dans la vie des gens, des décisions que vous prenez en tout, quoi. Donc, oui, j'ai traité. Après, ce qu'on a bien fait, on a eu les résultats à 48 heures. Donc, ça, vous savez, quand on envoie un SEBU, donc on envoie des urines au laboratoire. Eux, ils mettent les urines dans une boîte et au bout de 24 heures, ils regardent cette boîte-là, voir s'il y a des microbes qui ont poussé. Et au bout de 48 heures, si jamais il y a des microbes qui ont poussé, ils peuvent les analyser, l'identifier et faire un antibiogramme. Et donc, à 48 heures, je savais qu'il y avait 10 puissance 7 Escherichia coli, avec un antibiogramme tout sensible, dont les fluoroquinolones sont là. Donc, au final, on a bien fait de le traiter. Par contre, si on n'avait pas de syndrome inflammatoire franc et si on n'avait pas de leucocyturie, c'est parce qu'on était juste trop précoce, en fait. Donc, ça, c'est le premier message de ce cas clinique, c'est que ça dépend beaucoup de la cinétique. Voilà pour ce cas clinique. Donc, on passe au deuxième cas clinique. Donc, c'est une personne de 45 ans qui, pareil, n'a toujours pas d'antécédents et qui voyage en Thaïlande. En fait, en Thaïlande, probablement qu'elle se fait piquer par des moustiques et donc elle se gratte au niveau du pied. Et puis, comme ça la gratte beaucoup, elle met une crème à base de corticoïdes. Et en fait, quand elle revient de voyage, il y a une rougeur, un œdème, une douleur du pied droit. Donc voilà, on a bien cette notion d'œdème. Et donc, son bilan. On a cette fois-ci une hyperleucocytose à 10,4. Quand on regarde, elle est plutôt à polynucléaire neutrophile. Donc, on a 9 gigas par litre. Il n'y a pas d'éosino, les lympho, il y a plutôt une lymphopénie à 0,8 gigas par litre, et puis les monocytes, ils sont dans les normes. On n'a pas d'anémie, 13,5, et les plaquettes sont dans les normes. L'ionogramme est correct, la fonction rénale est normale avec une créatinine à 57, par contre on a une CRP à 106. Donc là, clair, ça c'est plutôt élevé. Tout à l'heure, 7, c'était pas grand-chose, mais ça c'est un syndrome inflammatoire. On lui fait une électrophorèse, donc ça c'est la vraie électrophorèse de la dame, et donc voilà, on a une petite, c'est un peu monoclonal, mais ça reste dans les normes, hein. On a 11 grammes, il y a juste l'albumine qui est un peu basse, mais tout le reste c'est à peu près dans les normes. Alors, quelle est votre hypothèse diagnostique qui veut se lancer? Ici dans la salle, tu penses à quelque chose? À ton avis, d'où ça peut venir son syndrome inflammatoire? Après l'histoire, vas-y. Est-ce que quelqu'un d'autre peut... Il n'y a pas de piège. Hein. Une parasitose ou quelque chose comme ça, puisqu'elle était en voyage. Alors, peut-être. Après, là, il n'y a pas de piège. Hein. Si elle a un syndrome inflammatoire, ça vient d'une infection de la peau de son pied. Hein. Enfin, là, vous n'avez pas... Enfin, le terme médical serait érésipèle, du dos du pied. Mais enfin, même en restant très basique, elle a un syndrome inflammatoire, elle a un pied rouge, ça vient de là. Il faut vraiment essayer de revenir dans les bases pour bien réfléchir. Donc après, maintenant, on essaie de réfléchir au diagnostic. Oui, ça pourrait être une parasitose. Après, comment? Piqûre d'insecte. Oui, elle a eu une piqûre d'insecte, mais
mais là, en fait, c'est un gros placard rouge. En fait, probablement qu'elle s'est grattée sur une piqûre d'insecte. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'elle a mis une crème à base de corticoïdes. Donc, est-ce que vous connaissez les corticoïdes? Vous savez ce que c'est? Ouais, ça baisse le système immunitaire, donc c'est anti-inflammatoire. Ça fait partie des anti-inflammatoires. Donc, si on réfléchit à tout ce que je vous ai dit avant, donc elle a mis des anti-inflammatoires pour quelque chose qui l'a gratté, donc probablement que ça a bien marché, mais l'idée, c'est que ça a fait baisser la vigilance de son système immunitaire à ce niveau-là. Quand on se gratte, on se blesse souvent, on lèse la barrière cutanée. Donc, en fait, on a une peau qui nous protège. Et là, en se grattant, en fait, elle a probablement elle s'est probablement blessée. Et on voit un peu les petits. Donc là, il y a une infection bactérienne, peut-être. C'est un peu ça l'hypothèse, c'est-à-dire que on a détruit la barrière cutanée. En plus, on a empêché notre système immunitaire d'agir. Et donc, probablement que ça a favorisé une infection bactérienne sous-jacente, donc une dermohypodermite, à la fois par la destruction de l'immunité naturelle et par une crème à base de corticoïdes. Donc là, on a une inflammation en lien avec une infection peau et tissu mou du dos du pied, une dermohypodermite ou un érésipèle. Et là, du coup, il faudrait peut-être traiter. Et comment est-ce qu'on aurait traité dans ce cas-là? Pas de piège. Et par amoxicilline? Oui, antibiotique, mais oui, amoxicilline. Alors, pourquoi amoxicilline? Du coup, c'est intéressant. Parce que c'est sûrement un streptoa. Exactement. Les érésipèles sont sûrement des. Enfin, on a rarement la preuve diagnostique, mais on dit que c'est lié au streptoa. Alors, petite subtilité dans son cas, il peut aussi y avoir du staph, dans le sens où, comme elle s'est grattée un peu, des fois il peut y avoir des surinfections à staph à ce niveau-là. Donc au final, chez elle, je crois qu'on avait plutôt mis de l'augmentin. En fait, il y a eu une première phase avec Amox, ça n'avait pas marché, et après on a mis de l'augmentin. Mais en effet, en première intention, il faudrait mettre de l'amoxicilline chez cette dame. Jusque-là, ça n'avait pas marché. Ça, je vous ai un peu épargné les détails, mais un peu simplifié le cas. Mais oui, c'est exactement ça l'idée. Donc là, ce cas-là, c'était vraiment pour vous illustrer que, contrairement au premier, là, on avait tous les marqueurs de l'inflammation. On a, en plus, dans l'histoire clinique, plusieurs facteurs qui font que ça va favoriser l'infection. Et donc, une fois qu'on a authentifié une infection bactérienne, on peut mettre en place un traitement antibiotique. Et du coup, troisième cas clinique, patiente de 76 ans qui a une hypertension, une ostéoporose, qui depuis une semaine présente des douleurs abdominales avec diarrhée, et son médecin traitant prescrit un bilan, il y a un syndrome inflammatoire. Il lui fait faire un scanner qui est normal, abdominopelvien, il regarde le ventre, le pelvis, il n'y a rien, et il commence des antibiotiques. Et au bout de l'augmentin 1 gramme x 3, alors pourquoi l'augmentin 1 gramme x 3, je n'ai jamais eu la réponse. Sauf qu'au bout de 48 heures, et alors ça c'était intéressant, c'est bien qu'il l'ait fait, c'est qu'à partir du moment où il a mis en place un traitement, il a mis également une évaluation. C'est-à-dire qu'à 48 heures, on vérifie l'efficacité et la tolérance du traitement qui a été mis en place. Donc là, le syndrome inflammatoire, il augmente, donc il l'envoie aux urgences. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à l'examen clinique de cette dame qui a un syndrome inflammatoire, douleur abdominale, diarrhée, et un scanner qu'on sait étant déjà normal? Est-ce que vous cherchez des choses particulières à son examen clinique? Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu aurais fait à l'examen clinique? Oui, on commence par les paramètres. Oui, pression artérielle, saturation de température, glycémie. OK. Comment?
Tout à fait, mais du coup, c'est quoi ta démarche clinique? Comment tu fais ton examen? Qu'est-ce que tu regardes? Juste décris ce que tu aurais fait. Ouais, on commence par l'examen abdominal en regardant le cadre abdominal. Donc, dans le cadre abdominal, tu fais quoi? La palpation, la percussion. Et voilà, on ausculte pour voir s'il y a des bruits aériques. Autre chose? À l'inspection, on vérifie qu'il n'y a pas de cicatrice ou d'hernie, surtout des hernies. Là, on sait qu'il y a un scanner qui est normal, mais bon, l'idée, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'hernie étranglée, des choses comme ça. Et après? On regarde son teint, l'état de sa peau, et on peut faire aussi des touchés pelviens. Je pense plutôt aussi pour voir s'il y a une péritonite, par exemple. Ouais. S'il y a un saignement digestif ou Pardon, génital. si tu as une péritonite, tu aurais d'autres signes à l'examen abdominal? Une défense, une contracture plutôt, pardon. Oui, ça peut être une défense localisée, une contracture qui est plutôt généralisée. Ouais. Ok, les touchés pelviens, oui. Je pense qu'en effet, la sphère gynéco n'est pas aussi bien explorée par un scanner que peut être la sphère digestive. Et puis, je sais pas si on avait cette notion, mais bon, si elle a eu une altération de l'état général avec asthénie, anorexie et perte de poids, parce que ça peut quand même être une cause néoplasique, je pense. Mhm. S'il y a eu des vomissements, enfin tous les autres signes qu'on peut avoir à l'examen général. Ok. Oui, donc on va compléter. Il y a ta collègue qui disait également qu'on allait faire l'examen cardiaque pour vérifier dans l'examen. Alors, qu'est-ce que tu voulais regarder dans l'examen cardiaque? Tout, mais quoi précisément? Ouais, on cherche des souffles. Alors, c'est vrai que Leslie, elle l'a dit tout à l'heure aussi, un peu l'examen cutané, donc dans le cardiovasculaire, ça permet aussi de voir s'il n'y a pas de marbrure. Enfin, la coloration de la peau, en effet, c'est important. Okay, il y a d'autres choses que vous auriez examinées? Si. Et quoi? Les poumons. Oui, voilà, ta collègue, elle l'a dit, les poumons, et voir s'il n'y a pas d'épanchement, tu disais. Bon, il n'y a pas de piège, hein. En vrai, on examine tout de A à Z. L'idée, c'est aussi de vous entraîner, à vous dire, bah voilà, il faut faire ça, 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 ça. Donc, on va faire l'examen cardiaque, vasculaire, les poumons, neurologique également. On va aller plus loin dans l'interrogatoire pour savoir un petit peu plus de choses, et notamment s'il y a une altération de l'état général. On va vérifier les ganglions. En effet, les touchés pelviens, mais pourquoi pas un toucher rectal aussi, voir si c'est pas des fausses diarrhées, voir s'il n'y a pas un fécalome sous-jacent. Et voir aussi si on n'a pas un point d'appel clinique à cette inflammation, donc qui pourrait être cutanée, pulmonaire ou neurologique. Donc tout était globalement normal chez elle, sauf de mémoire, elle se plaignait un peu de ses membres inférieurs, elle avait des douleurs un peu à type neuropathique. Et quand on regarde son bilan, elle a une franche augmentation des leucocytes,
voyez, on est à 19 000, alors qu'avant, elle était à 10 000. Elle a des plaquettes, franchement, elle commence à avoir une anémie et des plaquettes élevées. Donc là, on a tous les signes d'une inflammation un peu chronique, une hyperleucocytose, une anémie, une thrombocytose. Lorsqu'on regarde dans le détail, cette anémie, elle est essentiellement à polynucléaire neutrophile. Alors là, quand vous apprendrez à regarder des comptes rendus, vous verrez que vous avez un pourcentage en premier, les valeurs absolues. En vrai, on va surtout s'attacher à la valeur absolue. Le pourcentage, il donne une indication, mais c'est vraiment la valeur absolue qui compte. Quand on continue à regarder, donc elle a des ions qui sont corrects, une fonction rénale qui est normale, les CPK, alors on fait les CPK pour voir les muscles, pareil, qui sont dans les normes, et là, on a une CRP à 337. Voilà. La première était à 7, la deuxième à 100, là, on a un franc syndrome inflammatoire avec une CRP à 337. C'est une bonne question. Il y a plusieurs causes. La première, en termes de physiopathe, c'est que, en fait, quand il y a un syndrome inflammatoire, on va consommer un peu les nutriments, notamment le fer. La ferritine va être très élevée, mais elle va du coup être mobilisée pour la gestion du syndrome inflammatoire. Donc en fait, il y a aussi moins de nutriments entre guillemets au niveau de la moelle pour fabriquer des nouveaux globules rouges, pardon. Donc il y a quelque chose de l'ordre de carentiel. C'est pour ça que ça s'installe pas tout de suite. Et puis il y a aussi une inhibition un peu centrale, pareil par des cytokines qui vont empêcher. En gros, toutes les forces vont être mobilisées pour lutter contre le syndrome inflammatoire. Donc tout le reste, entre guillemets, ne fonctionne un peu au ralenti. Donc il y a à la fois une cause un peu périphérique et une cause un peu centrale. Mais oui, on le voit, hein, les anémies dans le syndrome inflammatoire un peu chronique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les premiers examens. On a fait le CBU qui montre pas d'hématitie, 19 locaux, une culture qui est stérile. Les hémocultures, on a fait 6 flacons. Il y en a un qui est positif à Staphylococcus epidermidis. Bon, est-ce qu'on traite ça? Qui est-ce qui aurait traité là? Main levée. Non. Qu'est-ce qui n'aurait pas traité? En visio, là, vous aurez traité ou pas? Non. Alors, du coup, ici dans la salle, si tu ne traites pas, c'est pourquoi? Ok. Donc, elle pense que c'est pas ça l'origine du problème. Pourquoi ce serait pas ça l'origine du problème? Ok. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un Staphylococcus epidermidis. Donc, ce qu'elle disait, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on peut l'avoir toute sa vie? La réponse est plutôt non. Donc, alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'on ne traite pas. Et du coup, Leslie, pourquoi tu n'aurais pas traité? Il n'y a qu'un cube sur 6 des MOC qui est positif déjà. Oui. Donc, j'aurais pas dit que c'est dû à ça l'injection. Et Staphylococcus epidermidis, je sais pas si les passes ça profite des fois de la peau. Oui. Ouais, en fait, c'est plutôt ça la réponse, dans le sens où, en fait, encore une fois, quand vous avez des résultats, il faut toujours essayer de les critiquer au sens constructif du terme. Pareil, comme tout à l'heure, on n'avait pas de leucocytes. Est-ce que c'est normal, pas normal? On était précoce, donc probablement que c'était normal. Cette fois-ci, on a un flacon sur 6 à Staphylococcus epidermidis. Est-ce qu'il est pathogène ou pas pathogène? En fait, c'est ça la question. Et donc, par exemple, tu te posais la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui reste dans le corps? Alors, non, ça reste pas forcément dans le corps. Par contre, comme disait Leslie, en fait, oui, ça profite. Disons que c'est un germe contaminant. Donc, pourquoi? Parce que ça fait partie de la flore cutanée
Et donc, s'il y en a un seul flacon, c'est pour ça que maintenant on fait 6 flacons d'un coup, alors qu'avant on faisait 2 paires, une paire parce qu'il y a un flacon aérobie, un flacon anaérobie, on faisait 2 paires par 2 paires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en regroupant les 6 flacons d'un coup, et ben on avait moins de contaminants parce que sinon, quand on faisait de façon séparée, on contaminait toujours le premier flacon lorsque on perfusait. Et donc là, en effet, alors le fait que ce soit 1 sur 6, c'est un argument, mais surtout c'est parce que c'est un staphylocoque épidermidis et qui fait partie de la flore cutanée. Par exemple, ça aurait été 1 flacon sur 6 à Staphylococcus aureus, au vu de la pathogénicité de ce staphylocoque, eh ben on aurait quand même traité. Donc là, non, on n'aurait pas traité. Alors, en pratique, on l'a quand même fait. On l'a quand même fait. Pourquoi on a mis la doxycycline. Pourquoi? Parce que on s'est posé la question si c'était pas une infection à un germe intracellulaire. Et en fait, les germes intracellulaires, donc qui sont dans les cellules, on peut pas les cultiver, donc on peut pas faire, enfin voilà, les hémocultures, on peut pas les retrouver comme ça, et on est obligé de faire des moyens indirects. Donc c'est quoi les moyens indirects pour savoir si on a des microbes ou pas, en dehors de la culture? Ça peut-être que vous avez fait dans vos cours jusqu'à présent. C'est quoi les méthodes diagnostiques? Les sérologies? Oui, exactement. On a des sérologies. Le problème de la sérologie, c'est qu'il y a un délai, d'une part de technique, mais aussi de positivité. C'est-à-dire que la sérologie, alors ça, peut-être que vous... J'ai pas de stylo. Alors, qui est-ce qui peut m'expliquer la sérologie? Non, vous voulez que je vous le dise? Ce serait peut-être plus simple. La sérologie, on va chercher les anticorps, là, les fameux IgG, IgM qu'on voit dans les électrophorèses, la dernière bande, les gamma-globulines. Et ça, en fait, pareil, c'est le même principe pour une infection que pour une vaccination, c'est que vous allez pouvoir détecter ces anticorps dans votre sérum, dans votre sang, à partir de 10 jours. En gros, vous rencontrez un pathogène, que ce soit par infection ou par vaccination. Il y a tout un cascade de systèmes qui va se mettre en place. D'abord la reconnaissance, puis ils vont vérifier si on le connaît ou pas, et puis après il va y avoir la fabrication d'un plasmocyte qui va créer des anticorps. Et tout ça, il faut à peu près 10 jours. Et puis en plus pour la détection, pour la sensibilité de nos tests, il faut à peu près 21 jours, 3 semaines à 1 mois, pour que la sérologie devienne positive à partir du moment où on a été infecté. Donc c'est vrai qu'en fonction du moment où vous faites votre sérologie, eh ben, vous n'allez peut-être pas avoir des bons résultats. Si vous faites, par exemple, une sérologie CMV à 1 semaine du début de la fièvre et qu'elle est négative, ça veut presque dire que c'est probablement ça le pathogène parce qu'elle n'était pas infectée avant. En fait, la sérologie permet de répondre à la question « Est-ce que j'ai déjà rencontré ce microbe dans ma vie ?» Donc, la réponse c'est oui ou non, selon si c'est positif ou négatif. Donc, ça répond à la question, est-ce que j'ai déjà rencontré un jour dans ma vie un pathogène? Et c'est quoi l'autre méthode diagnostique qui permet de savoir si le microbe est là, aujourd'hui, maintenant? On peut faire de la PCR. Exactement. Et ben la PCR, alors c'est quoi une PCR? C'est, on prend un liquide biologique, donc ça peut être du sang, des urines, du vitré, enfin, ce que vous voulez. Ça peut être même des tissus, des biopsies, etc. Vous prenez un liquide biologique ou un tissu et vous allez mettre des amorces. Donc, en gros, on va chercher de l'ADN. Et donc, il y a une technique d'amplification. On va amplifier l'ADN spécifique d'un pathogène. Et la réponse, c'est est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est absent de ce liquide? Donc ça, c'est le principe de la PCR. La PCR, elle permet de vous répondre, est-ce que là, tout de suite, maintenant, on est en présence de ce microbe ou pas? Du coup, que ce soit la sérologie ou la PCR, ça répond à des questions différentes. Il faut les faire à des moments précis et ne pas se mailler entre les deux parce que sinon, on n'aura pas notre réponse. Mais en tout cas, pour les germes intracellulaires, c'est que ces deux techniques-là, donc des techniques un peu indirectes,
qui vont nous permettre de donner la réponse. Et donc, en attendant d'avoir ces techniques-là, on a débuté de la doxycycline. Pour certains germes intracellulaires, souvent en 48 heures, si les gens deviennent apyrétiques, on a notre réponse, en fait, c'est que ça a marché. Et puis là, on a arrêté parce qu'elle restait inflammatoire. Et donc, je vais vous montrer un peu l'évolution de son syndrome inflammatoire. Donc, vous voyez ici l'anémie qui était... Voilà, là, on est au 1er avril et là, on est au 12 avril. Et vous avez vu, l'anémie, elle a continué à se creuser. Donc, pratiquement de 10 à 8,4. Les plaquettes, elles ont augmenté jusqu'à 1000. Encore une fois, ça rentre dans un processus syndrome inflammatoire. Les globules blancs, ils sont restés très élevés, à 35 000, avec une prédominance de polynucléaires neutrophiles. Et on a une CRP qui a un peu oscillé, mais qui est restée, qui a quand même un peu baissé, mais pas suffisamment. Je vous rappelle que la norme, c'est entre 0 et 5. Et là, on était à 390, et on est descendu jusqu'à 260, ce qui n'est pas non plus significatif en 12 jours. Parce que ici, on est le 1er avril, ici, on est le 12 avril. Avec une cholestase. Et ça, pour le coup, j'ai pas l'explication à cette cholestase, mais on voit que ça a accompagné son syndrome inflammatoire. Et par là, on a dû mettre la doxycycline pendant 48 heures, mais ça n'a pas eu un effet miraculeux. Pour elle, son électrophorèse des protéines sériques, on avait une albumine qui était basse à 28 au lieu de 40. Et là, on a le vrai syndrome inflammatoire, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec augmentation des alpha-1, des alpha-2, des gamma un peu polyclonales. Donc, on a continué les explorations. Il fallait quand même qu'on essaie de comprendre. Donc, sa radiothorax, elle est globalement normale. Et puis, on a fait d'autres examens, notamment un PET scanner. Vous connaissez le principe du PET scanner? On vous a déjà expliqué? Oui, non? Oui ou non? Oui? Ok. Bon, ok. Donc, rapidement, pour vous dire, le PET scanner, on fait un marqueur. Donc ça, je pense que c'est son PIC line, là. On trace des glucoses et on essaie de voir où va le glucose dans le corps. Et donc, soit il va dans les zones, dans les organes qui travaillent beaucoup, dans le cerveau, la filtration par les reins, là, c'est la vessie. Et après, ça va aller dans les zones qui vont travailler beaucoup. Donc, ça va être les cancers ou les infections. Là, ils disent que c'est un peu diffus, qu'il y en a un peu dans les moelles. Donc, on voit que sa moelle travaille beaucoup. Ils se posaient la question d'une maladie hématologique sous-jacente. Par contre, ils n'ont pas trouvé d'infection, que ce soit articulaire, pulmonaire ou cardiaque. C'est dommage, c'est un peu ce qu'on cherche. Au final, le fin mot de l'histoire de cette dame, c'est qu'on n'a rien trouvé. Ce qui a permis, le bilan infectieux exhaustif a juste permis de dire que ce n'est pas une infection. Et une fois qu'on a pu dire ce n'est pas une infection, on a pu mettre des traitements type corticoïdes, etc. Probablement parce qu'on partait vers une cause, on est parti vers une cause plutôt inflammatoire pour cette dame. Donc ça aussi, c'est pour vous illustrer que c'est pas toujours une infection qui cause un syndrome inflammatoire et il faut chercher. On n'a pas fait que ça comme examen, on a fait un bilan très exhaustif, mais je vous ai un peu épargné les détails. Donc, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que lorsqu'on a un syndrome inflammatoire, ça peut être infectieux, mais aussi inflammatoire comme cette dame, tumoral ou thromboembolique. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire qu'il n'y a pas un cancer sous-jacent, par exemple, ou qu'il n'y a pas de thrombose veineuse. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on a des paramètres biologiques, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas juste un chiffre, mais surtout la cinétique. C'est vraiment de voir l'évolution, dans quel sens ça va. Et si on veut traiter, il faut vraiment savoir la cause, en fait. Ça sert à rien de mettre des médicaments un peu comme ça au hasard, parce que sinon, clairement, on ne trouvera rien. Par contre, lorsque le syndrome inflammatoire se prolonge, là, on a vraiment un risque de effets secondaires, notamment dénutrition, cachexie, les risques cardiovasculaires et d'ostéoporose. Voilà ce qu'il faut retenir à peu près de ce cours. Est-ce que vous aviez des questions? C'est quoi la déviation à gauche de 10%?
En fait, je pense que c'est une augmentation de 10%. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mal expliqué par rapport. En fait, c'est pas une déviation à gauche, mais c'est une augmentation de 10% par rapport à, à son chiffre de base. Ok, il est 10 heures. On peut faire une petite pause, on peut enchaîner comme vous voulez. On enchaîne, on fait une pause. Petite pause. Ok, et ben 5 minutes alors. On reprend à 10h05. Bonne journée. Excusez-moi, j'ai juste une question. C'est pour être sûr d'avoir bien compris. Par rapport aux examens directs et indirects, on est d'accord que la PCR, ça fait quand même partie des examens directs, même si c'est plus pour aller rechercher la présence directe du pathogène et puis c'est plus facile pour un agent intracellulaire, par exemple. Ouais, je suis pas sûre que le terme direct, indirect, enfin, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit le bon terme. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, enfin, j'ai voulu opposer les différentes méthodes diagnostiques entre culture et pas culture, plutôt. Comment dire, J'ai c'est compris, très ouais. micro en fait. Oui, c'est juste qu'on a eu des cours et puis des fois c'était classé examen direct. La PCR était dans les examens directs et l'examen indirect, ça correspondait à la sérologie. Mais c'était voilà, juste pour une question. Oui, mais je pense que c'est juste, c'est plutôt juste dans ce sens-là, parce qu'en gros, la PCR, elle permet de répondre est-ce que le microbe, il est là tout de suite, alors que la PCR, elle va pas chercher le microbe, mais elle va chercher votre réponse au microbe, votre réponse immunitaire au pathogène. Donc, sérologie ou test IGRA, quantiférons notamment pour les. Donc, oui, je pense qu'en effet, on peut classer la PCR comme étant plutôt recherche de pathogènes directement. Donc c'est vrai que oui, j'ai utilisé cette terminologie, mais c'est peut-être pas la meilleure. C'était plus vraiment pour opposer à la culture. Merci beaucoup. On revient dans 4 minutes.
On reprend. Je vais essayer de faire assez vite pour ce cours parce qu'il y a voilà, pas grand-chose à retenir en dehors des définitions. Mais l'idée là, c'était vraiment de pouvoir illustrer pour vraiment avoir des idées en tête de ce que c'est le risque émergent, infection, et puis ce que c'est une maladie hautement transmissible et ce que c'est un bioterrorisme. Donc l'idée, c'est de faire ça peut-être une demi-heure, 20 minutes, et puis de laisser un peu plus de temps pour le cours antiviraux, qui du coup est un peu hors item de l'internat, mais qui peut être intéressant un peu pour comprendre les pathogènes à côté. Alors, donc dans les définitions, ce qu'il faut retenir, un risque émergent, c'est ce qui est nouveau et croissant. Une infection émergente, c'est une maladie infectieuse, donc qui est nouvelle et croissante, qui peut toucher l'homme, l'animal ou les deux. Une maladie hautement transmissible, donc il y a des définitions, des critères européennes de 2009. Il faut qu'il y ait une transmission interhumaine, il faut que ce soit potentiellement létal, donc potentiellement mortel, que ce soit très contagieux, qu'il n'y ait pas de traitement et qu'il n'y ait pas de vaccin. Et donc, ces pathologies-là, ce sont des maladies hautement transmissibles. Et le bioterrorisme, c'est lorsqu'on utilise des agents biologiques, donc les microbes, connus ou pas, comme une arme, en vue de rendre malades les gens, les hommes, les animaux. Et donc, pareil, les agents sont classés comme plus ou moins dangereux selon leur capacité à être transmissibles, leur risque de mortalité, la possibilité ou pas de traitement. Voilà, ça, c'est les 4 trucs qu'il faut savoir. Donc, si on essaye d'illustrer ces différentes notions, le Covid en 2020, c'était une infection émergente. Quand on regarde, il y avait une transmission interhumaine, c'était mortel à l'époque, c'était plutôt contagieux, il n'y avait pas de traitement, en tout cas à l'époque on ne connaissait pas, et il n'y avait pas de vaccin. Donc clairement, le Covid en 2020 était clairement dans cette définition de pathologie infectieuse, pathologie émergente et hautement transmissible. Et donc, en fait, pour vous dire qu'il y a eu d'autres SARS-CoV et MERS-CoV qui avaient déjà donné des épidémies en 2023, 2021, mais qui n'avaient pas, autant émergé parce qu'ils n'avaient pas la même contagiosité interhumaine. Donc, il suffit d'un petit changement qui rend le virus plus contagieux, et là, ça devient la panique mondiale. Donc voilà, ça c'est les épidémies précédentes de MERS-CoV et de SARS-CoV qui avaient fait des petits foyers, quand même pas mal de décès, 700 et quelques, 500 et quelques, mais qui n'étaient pas allés beaucoup plus loin que ça en fait. Et puis, alors ça, je passe rapidement, mais c'est vraiment pour illustrer. Et puis, il y a eu le Covid, où on connaît tous aujourd'hui le nombre de décès et puis le nombre de cas qu'il y a eu en octobre 2020, jusqu'à ce qu'il y a eu les traitements, etc. Avec des réservoirs potentiels qui, pour le moment, sont encore discutés, et un cycle essentiellement pulmonaire, et donc une transmission aérienne, donc qui a facilité un peu la divulgation de la transmissibilité de ce virus. Qui est un peu comme la grippe, un peu contagieux avant les symptômes. Ça, c'est le jour des symptômes. Donc, on est un peu contagieux avant, et c'est pour ça qu'on le transmet facilement.
et souvent c'est jusqu'à J5, mais en tout cas J7 des symptômes. Et donc, il se met également dans les surfaces, donc soit par transmission directe d'aérosols, soit via les surfaces. Avec des facteurs de risque qui ont été identifiés à l'époque. Mais ça, c'est vraiment pour illustrer ce que ça peut être une infection hautement transmissible et émergente. Dans les risques émergents, vous avez aussi des pathologies qui sont déjà connues, mais qui augmentent. Vous avez aussi, tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui est les bactéries qui deviennent résistantes, et c'est les résistances qui se diffusent, ou alors des nouveaux variants d'une maladie qui est déjà connue avec des mécanismes toxiniques, par exemple. Vous avez eu le Ebola, pour lequel il y a eu des cas, le diapo il est un peu vieux, mais c'était 2015, l'épidémie d'Ebola, plutôt 2015, l'épidémie d'Ebola en Afrique, pour lequel, pareil, ils ont créé un vaccin. Alors, c'était les premiers vaccins ARN avant le Covid, avait été fait pour l'Ebola. Et donc, c'est pareil, c'est ça, c'était 2014. Ça a eu quelques distributions, mais au final, c'est pas parti très très loin, parce qu'il y a un cycle qui est à la fois dans la flore animale, et c'est en fait l'homme est un hôte un peu en plus, bonus de ce cycle qui est dans la jungle en fait. Et en fait, et après, une fois que ça part dans l'homme, il peut y avoir des transmissions interhumaines. L'Ebola, ça peut être asymptomatique, mais après, ça donne comme une fièvre, c'est une fièvre virale, fatigue, maux de tête, nausées. Et en fait, ce qui devient létal, parce que c'est quand même, selon les études, entre 25 à 90% de létalité, donc ça dépend vraiment de la prise en charge, avec des diarrhées et puis surtout des saignements. Et en fait, tout est contagieux, tous les fluides sont contagieux, que ce soit les vomissements, la diarrhée, etc. Et c'est comme ça qu'on se transmet de façon interhumaine. Aujourd'hui, il y a le Mpox. Est-ce que le Mpox, vous l'auriez classé dans cette maladie contagieuse? Est-ce que ça répond à tous les critères? Oui, non? Plutôt oui, plutôt non. Oui. Oui, alors oui et non. Si on regarde, alors transmission interhumaine, oui. Létalité potentielle, au final, non, parce qu'on a ce clade. Alors, c'était plutôt mortel avant, mais maintenant, avec ce nouveau clade 1B, on voit qu'il y a une transmission interhumaine qui est assez forte, et c'est pour ça que ça se propage beaucoup plus rapidement que les autres. Par contre, elle n'est pas très mortelle. Donc, on n'est pas dans une létalité très importante. C'est clairement des gens qui vont bien, ils restent isolés pendant 21 jours et puis ça se passe bien. Contagiosité moyenne, elle existe. Elle est essentiellement par contact des lésions. Par contre, il y a eu un doute sur une transmission respiratoire, mais elle est minime en fait. Traitement inexistant, c'est vrai. Par contre, il y a un vaccin. Donc, au final, on n'a pas tous les critères. Il existe un vaccin, le traitement, il n'existe pas, donc on a au moins un des critères. La contagiosité, elle est moyenne.